Pour Ahidjo, qui jure ne pas être mêlé à ce mouvement, l'humiliation est à son comble puisque le Cameroun retire à lui et à ses proches leur passeport et saisit tous ses biens, ceux de son épouse et de ses enfants également. La presse accuse aussi l'ancien président de détournement de fonds colossaux. On parle de plusieurs milliards de francs déposés sur des comptes dans des paradis fiscaux, notamment en Suisse. Les journaux font également écho de cette information ou rumeur. Madame Germaine Ahidjo. D'abord, si Ahidjo les avait pris, comme ils disent, parce qu'un chef d'État ne prend pas son argent pour aller le mettre lui-même. Il y a des gens qui auraient mis, donc ils auraient dit. Et à l'époque où nous sommes partis, ils auraient fait des investigations, ils auraient trouvé des trucs, comme ici, ils l'avaient pris, comme ils ont dit, ils auraient gelé. Ils avaient même dit, j'ai entendu des inepties, que l'argent qu'il avait placé en Amérique, l'argent du pétrole, bon, il y avait un ministre chargé de gérer. Il avait même dit à Biya, surtout ne touchez pas à cet argent, c'est l'avenir du Cameroun. Ne touchez pas parce qu'il y a la crise qui est arrivée. Donc ça va vous sauvegarder pour le Cameroun. Non seulement c'était parti, le ministre, bon, je ne me rappelle plus lequel était parti, mais les Camerounais ont trouvé le truc, on a laissé que la clé, les clés soi-disant du coffre. La signature de ce qu'il avait signé en Amérique, qui c'est qui avait cette signature? Est-ce que c'est sa femme? Parce que si on n'avait pas la signature, les autorités camerounaises n'auraient pas pu y toucher. Mais c'est tellement inepte. Vous démissionnez, vous prenez les choses de l'État, vous partez avec la signature. C'est tellement rigolo que moi je ris quand j'entends parler de ça. J'ai dit, mais si j'avais cette signature, j'aurais été signé pour prendre. Mais tout ce qu'il a laissé, il les a laissés au Cameroun. Ahidjo a rendu le pays riche. Ahidjo s'est préoccupé des habitants du Cameroun, du peuple camerounais. Il avait fait des histoires des agriculteurs, il avait prévu tous les secteurs, il avait fait le plan quinquennal avant de partir, les routes, le machin, il avait tout fait. Et Bois a laissé des preuves du reste qu'ils avaient tout fait. Sauf qu'il a oublié se servir. Parce que lui, le service de l'État, servir l'État, c'était servir le pays. Ce n'était pas se servir. Et je vous avoue que moi aussi, je pensais que la même chose. Je ne pensais pas qu'il pouvait en être autrement. J'aurais voulu, j'aurais souhaité qu'il soit parti avec beaucoup d'argent. Sincèrement, maintenant, je l'aurais souhaité. Parce qu'à l'époque, j'imaginais que c'était comme ça. Ahidjo était fait pour gérer, pour servir le pays, et non pour se servir. Il a oublié de se servir. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Quand on est arrivé à Dakar, je vais vous dire même la solution. En fait, on avait un petit immeuble ici, comme je venais à Dakar souvent, qui était mis en vente. C'était même par Sissoko qu'on avait su. Et il m'avait dit, va voir, est-ce que ça peut le coup. À l'époque où il y avait tellement de coups d'État, tout ça là, et j'avais vu ce petit immeuble qui avait 3 étages, et il y avait une école pas loin, un lycée pas loin, il y avait un jardin d'enfants pas loin. Je lui ai dit, ça vaut le coup, comme c'est vraiment bien donné, et ça vaut le coup de prendre, on ne sait jamais. Ce qui peut arriver, je peux me retrouver là avec les enfants, les petits-enfants. Bon, on a pris cet immeuble, il l'a acheté, n'est-ce pas? Et il a demandé à Senghor l'autorisation de faire 2 étages. On a donc transformé le petit immeuble, on a fait 5 étages. C'est de ça qu'on a hérité. Philippe Gaillard, journaliste et auteur d'une biographie du président Amadou Ahidjo. Il avait des biens immobiliers. Vous savez, un chef d'État, il est correctement payé, même si un chef d'État africain en général, et au Cameroun en particulier, n'a pas un salaire très élevé. Mais il n'a quasiment pas de frais. Donc pendant les 25 ans qu'il a passé au pouvoir, il a fait des économies. Il les a placés. Bon, c'est pas sa fortune apparente en tout cas ne dépasse pas ce qui peut avoir été acquis de cette façon. Et il était c'était un homme très rigoureux. Il est arrivé d'ailleurs, je cherche des exemples, mais il est arrivé des moments où il n'était pas d'accord avec sa femme, qui estimait qu'il aurait dû trouver un peu plus de... Je ne sais pas par quel moyen, mais il y a des moyens où elle pensait qu'il aurait pu mettre un peu plus d'argent de côté et puis il
considérait que ce n'était pas des moyens très rigoureux et il s'opposait. Émile Derlin-Zinsou, ancien président de la République du Bénin et ami du président Amadou Ahidjo. Ce que j'en sais, c'est que Ahidjo avait de quoi vivre. Mais qu'il ait ramassé des milliards et des milliards, je l'ai vu vendre certains appartements qu'il avait. Je l'ai vu vendre. Et j'ai vu sa famille vendre à sa mort certains appartements qu'ils avaient. Est-ce que quand on est riche à milliards, on vend son patrimoine? Il avait, de son vivant, de quoi vivre, c'est vrai. C'est exact. Il était à l'aise, il n'était pas pauvre. Mais les milliards dont on parle, vous savez que sur les revenus du pétrole, on a dit Ahidjo a mis tout le compte à l'extérieur. C'est vrai qu'il ne voulait pas que ce soit impliqué dans le budget général afin qu'on ne le dilapide pas. Mais le compte à l'extérieur, c'était au compte au nom de la République du Cameroun. Il ne pouvait pas y toucher, il ne pouvait pas en faire son affaire, il ne pouvait pas avoir d'enfants. C'était au Cameroun. Ça appartenait au Cameroun. C'est le Cameroun qui en a hérité, comme c'est normal. Alors les gens confondent ces fonds placés à l'extérieur au nom du Cameroun avec le fait que ces fonds appartiendraient à Ahidjo. Si ça lui appartenait, évidemment, on pourrait dire qu'il a des milliards, des milliards, des milliards, ce qui n'est pas le cas. Ce putsch manqué et ses conséquences vont bien sûr relancer le débat sur les raisons réelles du départ du président Ahidjo. Beaucoup se posent la question de savoir s'il est parti de son propre chef. Une interrogation qui va alimenter toutes les rumeurs, y compris celle qui dit qu'il aurait été poussé à la démission par son médecin français. Ce médecin qui travaillait pour les services de renseignement lui aurait fait savoir qu'il était sur le point de perdre la tête, de devenir fou s'il continuait de travailler avec la même ardeur. Une version qui ne s'appuie sur rien de bien concret, à part que l'on avait du mal, à cette période, à concevoir qu'un chef d'État puisse ainsi faire une croix sur tous les avantages et les honneurs qu'offre ce fauteuil présidentiel très convoité. Mais quoi qu'il en soit, au lendemain du putsch pour lequel son pays l'accuse, ils sont un certain nombre à penser qu'Ahidjo aurait effectivement tenté de revenir au pouvoir. Émile Derlin-Zinsou, ancien président de la République du Bénin. Non, il n'a pas eu une envie de... Vous savez comment il est parti du pouvoir, qu'il aurait pu rester, que contrairement à ce qu'on raconte, ces médecins n'ont pas dit de partir du pouvoir, on lui a dit de soulager un peu son travail, de déléguer plus et de se reposer davantage. S'il est parti, c'est parce qu'il considérait qu'on ne fait pas semblant et qu'il n'y a pas lieu de s'accrocher au pouvoir quand le pouvoir peut... De toute façon, il doit passer à quelqu'un d'autre. Autant le faire quand on ne peut plus l'assumer totalement. Car ce n'est pas un homme de demi-mesure. Totalement. Il aurait pu rester. Par conséquent, quand on parle librement, la nostalgie, je n'y crois pas beaucoup. Par contre, voir le Cameroun ne plus aller faire une marche en avant, ne plus aller dans le sens que lui souhaitait, dans le sens du développement et de la cohésion nationale, ça le faisait sourire énormément. Alors là, peut-être, s'est-il dit, si j'avais été là, peut-être aurais-je dû rester là, mais non pas dans le but de revenir au pouvoir. S'il a eu un regret de ne pas être là, ce serait certainement ce constat-là, mais pas un désir de revenir. Pierre Mesmer, ancien Premier ministre français et ancien haut-commissaire au Cameroun. Je l'ai rencontré longtemps après, lorsqu'il était réfugié en France. Nous avons parlé, il m'a dit qu'il y était pour rien. Je pense qu'il a essayé de revenir au pouvoir et qu'il a échoué. En 1984, Amadou Ahidjo, qui entretenait depuis très longtemps déjà de bonnes relations avec l'ancien président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, son ami, s'installe avec son épouse et ses enfants dans la résidence qu'il possède à Dakar. En même temps que les autorités de Yaoundé s'emploient à bannir son nom de tous les édifices nationaux, commence alors une importante purge du régime. Les proches ou supposés de l'ancien président sont écartés des affaires et des postes importants. Il règne un climat délétère dans la capitale camerounaise, un climat dans lequel les officiers et cadres originaires du Nord vont payer le prix fort. C'est par centaines qu'on les envoie discrètement à la mort ou dans des prisons. Germaine Ahidjo, l'épouse de l'ancien président. C'était les gens du Nord qui étaient à la militaire, qu'ils voulaient qu'on commençait à dégommer pour mettre les leurs. Le putsch a démarré comme ça. On-t-il trouvé des civils qui déjà commençaient à sentir que ça sentait le roussi?
sont rentrés dedans. Delphine Tsanga, ancienne ministre sous le régime Ahidjo. On ne savait plus. C'est-à-dire que c'était l'enfer. Je ne peux pas vous mentir, c'était l'enfer. La suspicion. Vous ne pouviez plus rencontrer quelqu'un. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Vous ne pouviez pas être neutre. On vous soupçonnait, même si vous ne disiez rien, on vous soupçonnait toujours. Mais de toute manière, moi, je suis partie sur la première lancée, à savoir soutenir les nouveaux venus. Dakole Daïsala, qui était à cette période le directeur général de la Société des transports urbains du Cameroun, la SOTUC, fait partie des victimes de cette chasse aux sorcières. Ça s'est passé le 6 avril. Moi, j'ai été arrêté le 10 avril 1984. Je n'ai pu sortir de prison qu'en avril 1991. 7 ans de prison sans jugement ni inculpation. Simplement, parce que j'avais, disons, deux problèmes entre guillemets. Premièrement, je suis homme du Nord. Deuxièmement, j'étais responsable d'une société. Alors donc, en tant qu'homme du Nord, je ne pouvais pas échapper. Et je ne pouvais pas échapper, encore moins échapper, en tant que responsable d'une société, et tous les chasseurs de poste étaient à l'affût. Dans la foulée, tous les directeurs généraux de sociétés originaires du Nord m'étaient arrêtés. Ils ont trouvé chez moi des sacs de riz, des provisions pour la famille. J'ai une grande famille, chers amis. J'ai la possibilité de ne pas vivre au jour le jour. Alors forcément, moi qui appartiens à la civilisation des greniers, j'ai la notion de provision. Alors on dit, mais pourquoi il y a ce stock de riz et de poissons séchés ou de je ne sais pas quoi. Donc vous nourrissez les putschistes. Vraiment, chers amis, je ne sais quoi vous répondre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Si chez vous, on fait le marché tous les jours, chez moi, ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Ils ont trouvé un complet de treillis. Oui, d'où ça vous vient, donc vous êtes poussiste. Je dis, ah non, ça, vous savez très bien, chers amis, qu'avant qu'on ne supprime ça, nous, on était astreints à la préparation militaire supérieure. Bon, je suis la première promotion de ça. Alors, ça sont mes trophées de la préparation militaire supérieure. Voilà, c'est les treillis. Alors, ils ont trouvé un étui d'obus chinois. Il y avait les Chinois qui avaient vendu quelques canons à la GR. Bon, un étui vide qu'on avait pris un peu comme ornement. Je dis, mais tiens, mais ça, oui, ça doit être un truc. Je dis, mais monsieur, vous êtes officier. Vous savez faire le distinguo entre un obus fraîchement tiré et un étui qui provient d'un tir ancien. Bon, c'est terminé. Ils sont partis, pas de problème. On va rendre compte. Et je dis, bon, ok, on les laisse. Ben non. J'entends après que cet officier s'est fait rabrouiller en disant, non, tu aurais dû trouver quelque chose. Il dit, mais alors moi, je n'ai rien trouvé, allez-y. On en va dans une autre équipe. Moi, c'est tout bon, non. On n'a pas cru faire dans tel, c'était les policiers cette fois-ci. On m'a amené donc au commissariat de police. Bon, alors, quand on m'arrête, c'était l'amalgame était tel qu'on s'est retrouvé avec des fous qu'on a rattrapés dans la rue. On y va, oui, dans ce temps-là, il ne fallait pas avoir le faciès d'un Sahélien. Bon, il y a des fous qu'on a arrêtés, il y a des gens de l'Afrique de l'Ouest qu'on a arrêtés, des Tchadiens, mais pêle-mêle, je me suis retrouvé, puisqu'on était dispersés partout. Imaginez-vous un peu, on crée une commission dite nationale d'enquête, qui conclut à un non-lieu par rapport à tous ces directeurs, collègues directeurs généraux de société. Alors on dit non, de toute façon qu'ils attendent. On n'a pas été libérés. On crée une commission financière devant laquelle nous devions comparaître. On me demande combien de villages j'ai construits à Yaoundé, combien j'ai, et tout ça. Bon, bien sûr, c'était déjà, nous savions déjà que c'était tout ça, c'est pour s'accaparer de nos biens. A posteriori, je me suis réjoui de n'avoir rien
Parce que je n'avais rien. Et j'ai eu à leur dire, camarade, à Yaoundé, moi je n'ai rien. Mais ce n'est pas possible. Vous, le grand directeur général de la société, qui dit, moi je n'ai rien. Je dis, mais par contre, dans mon village, j'ai une petite concession dans laquelle j'ai laissé quelques poules. Je ne sais pas, où on parle, je ne sais pas combien de ces poules ont pondu. Voilà. Parce que c'est tellement ridicule, leur interrogatoire. Voilà. Sans oublier que quand on était à la Sémile, on venait nuitamment extraire des dizaines d'entre nous, on les amenait en Balmayo pour les exécuter. Au milieu de cette décennie 80 où l'ancien président Amadou Ahidjo est contraint de demander l'exil au chef de l'État du Sénégal Abdou Diouf et où il doit se contenter des nouvelles de son pays par les médias, le Cameroun découvre son nouveau président. Et lors du congrès de l'UNC, le parti unique initié par Ahidjo est dissous. Un nouveau mouvement va naître à sa place, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Le nom d'Ahidjo, qui a quitté le devant de la scène, s'affiche de moins en moins. Amadou Ahidjo va vivre avec beaucoup de mal et de douleur son exil. Il ne l'avait pas prévu, même dans le pire des scénarios. Germaine Ahidjo. Il en souffrait beaucoup. Et il souffrait beaucoup, pas de l'exil qu'il a eu, parce qu'il disait que ça, un homme politique, c'est un homme politique. Il pensait quand même pas qu'il serait exilé du Cameroun. Ahidjo avait dit, il a toujours pensé à un coup d'État, on le tue, ou il est gardé là-bas, mais il ne pensait pas qu'on s'en prendrait à sa famille. Parce que sa famille, il l'a toujours tenu en dehors de la politique. Ça, tout le monde peut être témoin. Émile Derlin Zinsou, ancien président du Dahomey et ami du président Amadou Ahidjo. Ahidjo n'a eu qu'une passion dans sa vie, le Cameroun. Je l'ai vu en exercice, je l'ai vu après, quand il était en France, quand il avait quitté le pouvoir. Je l'ai vu dans les jours ordinaires, je l'ai vu les jours d'apparat, je l'ai vu au Cameroun. Il n'avait qu'une passion, qu'un souci, le Cameroun. Le développement du Cameroun, l'avenir du Cameroun, le respect, qu'on respecte le Cameroun. Il y tenait beaucoup. Et tout ce qu'il a pu faire est conditionné par ces trois éléments-là. Germaine Ahidjo, l'épouse de l'ancien président. On s'est retrouvés à Dakar, bon, on a encaissé. Ahidjo a vécu dans l'amertume, si vous voulez. Je ne peux pas vous dire qu'il a vécu ça bien, il a vécu dans l'amertume, mais en plus, il apprenait que ça allait mal au Cameroun, que ça dégringolait, que le Cameroun était en train de... Je vous ai dit, il a entendu à RFI une fois, il a fait une crise de nerfs parce que le Cameroun était devenu un pays à plus haut risque que le Tchad à l'époque, et que le Cameroun était à genoux, que le Cameroun était devant la Banque mondiale, que le Cameroun était devant le FMI. C'est là, le jour-là, qu'il m'a fait sa crise de nerfs en me disant, mais comment ils ont fait? Le Cameroun pouvait vivre 10 ans sans problème avec ce que j'ai laissé parce que la crise existe depuis 1973 et on a fait en sorte pour que le Cameroun ne le sente pas. C'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai que quand nous sommes partis du Cameroun, moi je ne sentais pas qu'il y avait la crise, que ceci, que cela. Il se mourait de savoir son pays. Il dit que tout un peuple allait souffrir.